Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. J'imagine que ça n'a pas pu vous échapper à quel point la neuroscience est utilisée à toutes les sauces pour tout expliquer. Et en fait, c'est exactement ce que mon invité du jour a voulu critiquer dans son dernier livre qui s'appelle Neuromania. Albert Moukaïber, il est déjà venu sur ce podcast 2 fois. C'est un psychologue, c'est un docteur en neurosciences. Et donc, ensemble, on va aborder les pièges des explications simplistes qui, sous couvert de neurosciences, semblent tout justifier de nos comportements et de notre choix de vie. En fait, on va discuter ensemble de ce qu'il appelle la neuromania, c'est-à-dire cette tendance à abuser de jargon neuroscientifique pour donner une crédibilité illusoire à des théories qui sont souvent douteuses. Albert, il va partager sa vision nuancée, critique sur des concepts tels que la neuroplasticité, la psychologie populaire, mais aussi il nous invite à nous questionner sur des véritables impacts des neurosciences dans notre quotidien. Dans cet épisode, on va explorer les liens entre la neuroscience, les croyances, les comportements et parfois les effets dévastateurs de certaines idées fausses qui circulent dans la société. J'ai questionné Albert sur la complexité de la cognition humaine, sur les dangers de la réduction scientifique, sur les manières dont le corps, le cerveau et notre environnement forment un tout indissociable. C'est un échange qui est évidemment passionnant, qui nous pousse à prendre du recul, à réfléchir autrement à la manière dont on interprète les recherches scientifiques et leur influence sur notre vie. Je pense que vous allez adorer cet épisode. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Albert. Salut. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais. Mais c'est Quelques cool. années maintenant. Oui, c'est cool. Ouais, des années en fait, je crois. C'est cool. Mais c'est cool de se revoir. Ouais. Et parce que tu sors un nouveau livre. Oui. Qui s'appelle Neuromania. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est que la neuromania et pourquoi sortir ce livre maintenant ? Alors, la neuromania, c'est un concept qui a été développé par un chercheur philosophe de l'esprit qui s'appelle Raymond Tallis et qui désigne une volonté de rajouter des informations neuroscientifiques pour donner une sorte de vernis scientifique à des connaissances qui soit ne sont pas étayées, soit sont incertaines, soit sont complètement fausses. Et pourquoi je sors ce livre en ce moment ? Pour plusieurs raisons. La première, parce que j'ai vu une sorte d'explosion d'explications neuroscientifiques qui sont encore une fois soit fausses, soit sursimplificatrices, on va dire. Et que ces explications fausses ont des conséquences. C'est-à-dire, limite, si quelqu'un disait des trucs fausses, mais ça n'a aucune incidence, on s'en fout. Mais ces connaissances, souvent, sont ce qu'on appelle des connaissances performatives, c'est-à-dire comment on croit à quelque chose influence la manière dont on va fonctionner et agir. Par exemple, je sais pas, j'essaie de brasser un peu large dans le livre, donc je peux donner plusieurs exemples. Quelqu'un qui fait un test d'orientation pour savoir s'il est plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, ça va influencer potentiellement ses choix de carrière, si c'est une jeune personne. Une personne qui est en dépression et qu'on lui dit que c'est un déséquilibre chimique de son cerveau, va penser qu'elle a un problème au cerveau, alors que la dépression peut être par exemple contextuelle. Elle est dans une relation abusive ou elle est dans un travail qu'elle n'aime pas ou je ne sais pas quoi. Une personne à qui on dit que ta douleur est psychosomatique va penser que c'est dans sa tête et que sa douleur est moins vraie, alors que c'est pas du tout comme ça que la douleur fonctionne. Donc je voulais un peu apporter une sorte de clarification, on va dire, à ces croyances qui ont un effet néfaste sur le monde. Et la deuxième est plutôt, on va dire, donc la deuxième est une sorte d'avertissement mercantile, on va dire ça comme ça, parce que aussi beaucoup de ces informations de neuromania souvent coûtent des sous. Il faut faire des formations, on peut se retrouver en errance médicale. Ça peut être même parfois des raisons idéologiques. Ça va essayer de pousser une certaine idéologie, comme par exemple dire qu'on fait rien pour le climat à cause du striatum, une structure dans notre cerveau. Et donc, idéologiquement, ça invisibilise, on va dire, tous les lobbies industriels, etc., qui sont en train de mentir parfois pour cacher le réchauffement climatique. Et la troisième, c'est plus un truc personnel, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'en science, on n'a plus grand-chose à découvrir, que l'ère des grandes découvertes scientifiques est révolue et qu'aujourd'hui, on est plus dans une ère d'application, de quel produit est-ce qu'on va faire à partir de quoi, alors que dans les sciences du cerveau, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche du début que de la fin. En gros, on ne sait pas encore grand-chose, on n'a quasiment pas de paradigme théorique sur plein de nos fonctionnements. Et j'avais envie aussi de faire une sorte d'appel, de voilà où est-ce qu'on en est, voilà le très peu de connaissances qu'on a, et venez, c'est cool, c'est intéressant. Déjà, tu as touché plein de sujets.
et le striatum, qui est un truc que j'ai entendu 50 000 fois, parce que le bouquin a extrêmement bien marché. Et tant mieux, hein, j'ai rien contre Sébastien Bollard, l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce qu'en fait, ce qu'il explique dans le striatum, donc, c'est qu'on a... Alors, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas lu pour le coup. Donc... Moi, je l'ai lu. Donc. mais on a dans le cerveau un truc qui s'appelle le striatum qui fait qu'en fait, on veut consommer toujours plus. Non, c'est ça ce qu'il dit? Oui, c'est qu'on a une sorte de tendance qui est neuronale, qui vient de notre cerveau, qui fait qu'on veut des récompenses instantanées, gratifiantes, et que du coup, on est incapable de se réguler, et donc qu'on est voué à surconsommer. Et donc, quand on a eu les moyens techniques pour faire ça, une résultante naturelle de cette évolution naturelle, biologique qu'on a, c'est qu'on détruise le climat. Mais d'ailleurs, Sébastien Bollard lui-même, il a sorti un livre maintenant qui s'appelle Striatum, comment notre cerveau sauve la planète. Donc je pense qu'il est un peu revenu sur ses pas. Effectivement. Donc le premier, c'était le bug humain, comment notre cerveau détruit la planète. Et maintenant, c'est Striatum, comment notre cerveau sauve la planète. Donc je pense que... il n'est pas très clair avec lui-même. Non, je pense non, au contraire. Moi, je respecte quand on dit ok, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, ou peut-être qu'on a été mal compris. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que Sébastien Bollard maîtrise assez bien la compréhension du cerveau. Je pense qu'il a juste dit ok, peut-être que les gens ont mal compris, peut-être que je me suis mal exprimé, et donc je vais faire une correction du tir, et c'est tout à son honneur. Oui, en fait, c'est des trucs inopérants. Et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, un des outils que j'essaie de donner au lecteur dans le livre, c'est cette notion de niveau explicatif. C'est-à-dire de dire qu'on fonctionne à plusieurs niveaux explicatifs. On peut expliquer les humains au niveau cellulaire, ou même moléculaire et chimique, au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, au niveau organique, au niveau psychologique. Genre, quand on fait de la thérapie, on se dit pas, on va maintenant gérer le cortex préfrontal. On dit à quoi tu penses, comment tu te sens, au niveau interpersonnel, au niveau sociétal, ou de la ville, ou de la planète. Et parfois, on va faire correspondre ces différents niveaux sans s'assurer de leur correspondance. C'est-à-dire, évidemment, nos comportements sont dans notre cerveau, mais ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser le cerveau pour expliquer nos comportements. L'exemple que je donne même en introduction dans le livre, c'est de dire, c'est comme si on veut comprendre comment fonctionne une voiture, et du coup, on étudie les atomes qui la composent. Évidemment que la voiture est faite d'atomes, mais évidemment que c'est pas le bon niveau explicatif pour comprendre un accident, d'aller regarder comment les liens covalents d'une molécule d'atomes dans la carrosserie c'est brisé. Oui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire d'expliquer que faites attention, c'est pas parce que tout a une sorte de base biologique dans notre cerveau et dans notre corps qu'on peut juste expliquer tous nos comportements à travers un prisme neuroscientifique unique, voire même que parfois l'addition d'un prisme neuroscientifique peut être complètement inopérant et inutile. Et donc, oui, maintenant je te regarde, je te vois, je me dis pas, tiens, il y a mon cortex occipital qui est en train de faire son truc. Alors, je te vois, c'est juste pas pertinent pour ce qu'on est en train de dire. Donc, de dire juste faites attention que parfois on rajoute des explications neuroscientifiques alors qu'elles n'ont aucune utilité, juste pour faire genre c'est solide, et parfois, dans ces cas-là, le vernis neuroscientifique qu'on est en train de rajouter sur l'information est non seulement inutile, mais juste complètement faux, comme dans le cas du cerveau gauche, cerveau droit, ou dans le cas d'autres exemples on va parler de tout ça, parce qu'en fait, il y a énormément de choses. Tu as parlé de la douleur du striatum, cerveau gauche, cerveau droit. Ouais. En fait, tu as parlé de plein de trucs, mais on va revenir sur tout ça. Juste sur le striatum et sur la surconsommation. On avait fait un épisode ensemble sur la planète, sur l'écologie, si je me souviens bien, et pourquoi en fait on n'était pas câblé finalement pour protéger, pas pour protéger, mais en fait pour surtout rien changer d'une certaine manière. Si c'est pas le striatum, comment ça se fait que l'humain consomme toujours autant, et que malgré toutes les informations qu'on reçoit dans tous les sens, on n'arrive pas à se Je me souviens quand on avait fait cet épisode, à l'époque où on avait eu cette discussion de c'est pas parce qu'on est câblé, c'est que en fait l'idée que j'essaye d'introduire dans le livre, c'est de casser un peu cette croyance intuitive qu'on peut avoir qu'on est notre cerveau. On n'est pas, aujourd'hui, on pense pas qu'on est juste notre cerveau. Évidemment, notre cerveau est une grande partie de nous, mais on est un cerveau dans un corps, dans un contexte. Et donc, quand on veut évaluer le fonctionnement d'un comportement complexe, il faut se demander dans quelle étape de cette boucle de rétrocontrôle est-ce que ça se joue. Et pourquoi on continue ? Parce que
je pense pas que ça se joue juste à l'échelle individuelle. Évidemment, l'échelle individuelle est importante, mais ça se joue beaucoup plus dans nos organisations sociales, dans nos organisations sociétales. Si moi, je sais pas, je veux consommer mieux, mais il y a des McDo à chaque bout de rue, je veux pas, c'est irréaliste de dire, en fait, je vais prendre le métro pendant 20 minutes pour aller manger un truc plus sain. Ça dépend où je vis. Est-ce que je vis dans une ville ou pas? Et surtout, les prémices de base de cette argumentation, de la question, quelque part, pour moi, est fallacieuse dans le sens où on dit pourquoi est-ce qu'on, mais en fait, quand c'est une partie infime de l'humanité, c'est-à-dire la majorité écrasante de l'humanité aujourd'hui, des 7 milliards que nous sommes, je pense qu'on est il y a 4-5 milliards d'humains qui, eux, sont pas en train de détruire le climat. Pas du tout. Qui sont en train de vivre une vie complètement en adéquation avec leur environnement, etc. C'est vraiment une fraction infime. En gros, le monde occidental et quelques autres pays qui ont les moyens et le mode de vie nécessaire, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, si tu donnes les moyens à une autre culture, ils vont le faire quand même. Non, parce que, encore une fois, il y a des personnes dans les cultures occidentales qui sont pour la décroissance. Ils ont pas de striatum, genre je sais pas, Timothée Paric, il a pas de striatum. Que je l'ai reçu ici, je sais pas s'il a, je vais lui poser la question. Ou, je sais pas, bon pote Thomas Wagner, il a pas de striatum, genre, et donc quoi, il a fait quoi? Il a mis un truc dans sa tête, il s'est réveillé un jour, il s'est dit ok, je vais arracher mon striatum. Thomas, remets ton striatum en place, si tu je vais lui envoyer un WhatsApp pour lui dire. Et donc c'est pas juste d'autres cultures, mais aussi il y a des gens qui vivent dans ces sociétés. C'est juste que ça, c'est des différences individuelles, mais on va dire qu'on ne cède pas. D'ailleurs, dans les rapports du GIEC, il y a cette notion que j'ai introduite dans le livre qui s'appelle en anglais Enabling Conditions, ou les conditions facilitatrices, qui explique que c'est pas une question de volonté. On peut pas tout réduire à l'humain, à l'individu, et à son cerveau. Il y a ce qu'on appelle des conditions facilitatrices qui font que certains comportements vont être plus promus que d'autres. Une condition facilitatrice dans le monde aujourd'hui pour détruire la planète, c'est d'avoir des pubs dans le métro qui disent Paris-New York pour 30 € sur EasyJet, qui te mettent des produits, je sais pas, des avocats du Pérou dans tous tes supermarchés. Toi, tu as envie, je sais pas, de faire un guacamole, mais pas tout le monde va se dire non, je vais pas faire un guacamole parce que l'avocat que je vais acheter, il vient de Pérou, et du Pérou. On peut pas demander la même chose à tout le monde, mais la responsabilité, si on met sur une sorte de balance, l'organisation sociétale fait tout pour inciter à des comportements qui sont délétères pour la planète, et derrière, et c'est là que la neuromania vient, on va invisibiliser tout ça en disant bah oui, c'est le striatum, on est câblé pour. Ouais, je comprends la logique. Qu'est-ce que tu penses? Je sais ce que tu penses parce que j'ai lu le bouquin, mais pour les gens qui nous écoutent, de toutes ces personnes, mais c'est des formations aussi où on utilise le mot neuro. En préambule, donc neuroproductivité, neuromachin, neuroleadership, neurocréativité, tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent sur toutes ces formations, mais aussi sur les gens qui les donnent, du coup, par ailleurs? Pour les gens qui les donnent, j'ai pas grand-chose à dire, sauf ceux qui ont été formés pour les donner, et donc qui sont... C'est une sorte d'engrenage, en fait. Beaucoup de gens qui vont faire ces formations pour essayer de résoudre un problème qu'ils ont, et ils ressortent avec les gens qui leur donnent la formation, qui leur disent en fait, vous n'êtes pas au bon endroit, vous devez faire coach, ou vous devez devenir formateur. C'est vraiment une grande partie du business de coaching, c'est de former d'autres coachs. C'est là où il y a vraiment de l'argent en grosse quantité. À eux, aux gens qui sont en train de faire ces formations, je leur dis, demandez-vous tout le temps, est-ce que c'est pertinent? Encore une fois, si je veux apprendre à un enfant à lire, est-ce que c'est pertinent que je lui explique les activations de sa rétine et de son cortex occipital pour la tâche lecture? Donc, est-ce que vous, si par exemple, vous êtes en train de faire une formation, je sais pas, de créativité, et le formateur ou la formatrice sont en train de vous expliquer que la créativité dans le cerveau, c'est la zone, je sais pas, de la médulla qui le fait. En fait, posez-vous là cette question. Si je prends ce mot et je le remplace par une autre aire, genre je dis c'est le cortex pariétal ou le cortex temporal ou l'aire de Wernicke, est-ce que ça change quelque chose au propos? Et si ça change rien, si je fais genre trouver et remplacer comme sur Word tout le vocabulaire, tout le jargon neuroscientifique que vous aviez dans la formation, et ça change rien, si par exemple quelqu'un vous explique que c'est l'amygdale, le centre de la peur, ou que c'est la dopamine qui est la raison de votre bonheur, et si je remplace le mot dopamine par ocytocine et ça change rien, 9 fois sur 10, c'est que cette information est juste là pour donner un air de supériorité à votre formateur ou à votre formatrice. En gros, ils utilisent ce jargon pour dire nous, on est des gens sérieux, on connaît des mots compliqués que vous connaissez pas. Et donc, ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité.
Et la deuxième, c'est parce que ça marche, ça va. On peut soit mettre neuro, soit mettre quantique, soit mettre épigénétique, soit mettre évolution, des choses comme ça. Genre Raymond Tallis qui a inventé un peu le mot neuromania. C'est pas le concept existait, mais c'est lui qui a vraiment appelé ça neuromania. Il a aussi un autre mot qui s'appelle le darwinitisme. Les gens qui invoquent Darwin à toute sauce pour dire, je sais pas, les hommes battent leurs femmes, c'est un rôle social dû à l'évolution. C'est Darwin qui l'a dit. On n'y peut rien. Désolé, madame. Vous allez accepter de vous prendre des pains toute la journée. Et évidemment, on a aussi tout ce qui est quantique. J'ai vu même des formations de coaching neuroquantique, par exemple. Ah ouais. C'était genre le combo le combo qui gagne. Le combo qui gagne, c'est genre méditation neuroquantique pour réaligner vos chakras dans tous les plans de l'existence et dans les univers parallèles. C'est juste... C'est juste comme ça, c'est du marketing. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se méfier. Oui, en tout cas, se demander cette question de est-ce que c'est quelque chose qui est praticable pour moi? Parce que parfois, ça peut être utile de savoir comment fonctionnent certaines choses. Bien sûr, il y a certains fonctionnements biologiques qui peuvent être utiles. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un vous explique que quand vous êtes en train de raisonner de manière motivée versus de manière non motivée, c'est différents circuits neuronaux qui sont activés, il y a une sorte de différence qualitative qui enrichit cette connaissance, qui vous dit, ok, c'est pas juste une question d'intensité, mais c'est juste un autre mode opératoire dans mon raisonnement. Donc peut-être que je dois changer de mode opératoire dans mon raisonnement. Et encore, genre, c'est pas le meilleur exemple, mais ça peut être parfois utile. Et parfois, la connaissance pour la connaissance aussi, c'est bien. Genre, à quoi ça sert d'apprendre la mitose et la méiose? C'est important de comprendre comment le monde fonctionne. Je suis pas de ceux qui croient que l'information doit tout le temps être utilitarianiste, doit tout le temps servir. Mais parfois, un peu de connaissance, comme l'a dit Alexander Pope, un peu de connaissance enivre l'esprit et on peut sortir avec une illusion de connaissance et dire j'ai compris quelque chose qui peut être performatif et qui peut me faire du mal. Comme par exemple, si moi je crois que quand je vais pas bien, c'est que j'ai un déséquilibre chimique dans mon cerveau, ça c'est quelque chose de performatif, c'est-à-dire je vais essayer de rétablir l'équilibre chimique dans mon cerveau en achetant des cachets, je sais pas, sur Amazon de dopamine ou de sérotonine. Si je pense que je suis en manque d'amour, je vais me dire il me faut un shot d'ocytocine et ça va investir cette piste fait que je vais désinvestir d'autres pistes qui pourraient être beaucoup plus utiles, comme par exemple réaliser que non, c'est pas un déséquilibre chimique, mais que je m'entends pas très bien avec mes collègues du travail, il faudrait que je parte et que je leur dise venez, on va prendre un café, on va discuter de tout ça parce que j'aime pas comment tout est tendu au taf. Ça va être beaucoup mais plus la dopamine, utile. c'est vraiment une question d'équilibre. Dans le cerveau, pour le coup, c'est vraiment une question d'équilibre, non? Non, pas du tout. La dopamine? Non, l'histoire du déséquilibre chimique du cerveau, c'est une hypothèse qui a jamais vraiment existé. C'est un truc là aussi hyper intuitif. On ne sait pas comment mesurer la dopamine dans le cerveau, on ne sait pas comment mesurer la sérotonine dans le cerveau. On n'a pas de test. Genre là, tu peux pas aller chez un médecin lui dire je veux mesurer si j'ai les bons niveaux de dopamine dans mon cerveau. On ne sait pas comment faire. La seule manière de mesurer la dopamine dans le cerveau, je suis désolé pour les personnes, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, c'est assez gore, c'est de faire une dissection, quoi. On prend des animaux et on ouvre le cerveau et on prend des tissus et on mesure les niveaux de concentration. On n'a pas de tests. Les seuls tests, c'est des tests un peu genre indirects avec de la salive ou des choses comme ça qui sont pas en train de mesurer juste dans le cerveau, mais dans tout le système, en sachant que plein de ces neurotransmetteurs sont utilisés pour plein d'autres fonctions dans notre corps aussi. Je sais pas, par exemple, la dopamine elle est utilisée pour des tonnes de trucs. Donc sinon, il suffirait de prendre un peu de dopamine et on est tous euphoriques. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ah, mais je croyais par exemple la MDMA, par exemple, pour prendre une drogue, et t'en parles d'ailleurs des psychédéliques, ouais. Ça fait monter ton niveau de dopamine. Ouais, ça te fait un flush. Ouais. Mais quand ça redescend, du coup, moi je pensais vraiment que c'était une question de balance. Ouais, que du coup, ça se déséquilibre, quoi. Donc il y a une différence entre. C'est comme si je dis quand tu es excité, c'est parce que ton corps sécrète de la caféine, quoi. Tu vois, genre, il y a une différence entre tu fais une sorte d'orage de fou dans ton cerveau en prenant de la MD ou de la psilocybine, etc. Et de dire que dans ton fonctionnement normal, quand tu es un peu triste, c'est parce que tu manques de dopamine, et quand tu es content, c'est parce que là, tu as un peu plus de dopamine. En fait, encore une fois, l'appareillage entre ces différents niveaux explicatifs est inopérant. Parce que, encore une fois, la dopamine est utilisée pour plein d'autres trucs aussi. Et c'est pas du one-to-one, on a différents types de récepteurs dopaminergiques, on a différents types de récepteurs. Tout notre organisme fonctionne sur genre 30-40 neurotransmetteurs, on n'a pas 100 000. Hein. Donc on peut pas s'amuser à avoir un neurotransmetteur par fonction complexe, genre un neurotransmetteur pour la joie, un neurotransmetteur pour la tristesse. C'est pas comme ça que la nature a été faite, il n'y a pas de intelligent design, comme on dit derrière. Qu'est-ce que... Parce qu'en fait,
que je trouve intéressant sur la neuroscience, c'est que ça s'est énormément démocratisé. Ouais. Ce que toi tu dis, c'est hop, 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 attention, parce que là, on est en train de raconter beaucoup de conneries. Est-ce qu'il y a des choses qui sont essentielles de comprendre en neurosciences pour le grand public, par exemple? Je sais pas, par exemple, les biais cognitifs, système 1, système 2. Ouais, mais alors, c'est ça qui est intéressant, tu vois, par exemple. Tu considères que les biais cognitifs et le système 1 et le système 2, c'est des neurosciences, alors que c'est beaucoup plus proche, par exemple, de la psychologie sociale. Mais c'est pas anodin que tu dises c'est des neurosciences. Même moi, parfois, je vais le faire, etc. Parce que quand tu dis neurosciences, c'est perçu comme plus sérieux que si tu dis psychologie sociale. Parce qu'on a t'es psychologue cette hiérarchie. Hein? T'es psychologue. Oui, je suis psychologue. Non, mais je suis aussi neuroscientifique. Donc, oui, bien sûr. J'ai les deux. J'ai les deux. Donc, j'ai pas de préférence, on va dire. Mais c'est intéressant parce que justement, il y a ce côté de quand on dit neurosciences, ça fait plus sérieux, notamment en France, parce qu'on a cette hiérarchisation entre les sciences dures qui sont sérieuses et les sciences humaines qui sont un peu plus bullshitters, on va dire. Et c'est pour ça que dans le livre, une des choses que je voulais vraiment faire de manière très très intentionnelle et intentionnée, c'est que la majorité des critiques que je fais à cette neuromania, c'est des critiques qui sont étayées par des neuroscientifiques. Parce qu'il y a des tonnes de personnes qui critiquent plein de choses dans la neuromania, mais c'est souvent des anthropologues, des sociologues, et du coup on fait ouais, vous avez pas compris quoi, c'est tout, vous êtes en train de caricaturiser et vous avez pas compris. Alors que là je voulais vraiment faire un corpus, je pense qu'il y a plus de 300 références bibliographiques dans le livre, alors que le livre fait genre 300 pages. Et la majorité, c'est vraiment des neuroscientifiques. Genre, quand je critique, je sais pas, certaines publications qui vont, par exemple, se baser sur les IRM fonctionnels, et que je dis c'est presque comme de la phrénologie, bah en fait, ça vient de Russell Poldrack, qui a écrit un livre qui s'appelle The New Mind Readers, comme si c'était de la nouvelle phrénologie. Et Poldrack, c'est une des ou une ponte, je sais pas comment on dit, un ponte de l'imagerie cérébrale. C'est pas genre, c'est un sociologue qui travaille, je sais pas où, dans un truc wokiste, comme on dit. C'est vraiment genre des critiques qui viennent de là. Et donc, est-ce qu'il y a des choses que le grand public doit savoir sur les neurosciences? Oui, absolument. La première chose, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès sur tout ce qui est un peu fondamental, donc les synapses, le fonctionnement des neurones, les potentiels d'action, les neurotransmetteurs, comment est-ce que tout ça est connecté, le connectome du cerveau, qu'est-ce qui va où est-ce qu'il y a des routes, où est-ce qu'il n'y a pas de routes, que font les cellules gliales potentiellement, etc. Mais qu'il y a encore une grande partie qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier, encore une fois, parce que ces croyances sont performatives. Si j'avais écrit un livre sur l'atmosphère de Pluton ou d'Uranus, c'est intéressant, c'est fascinant l'espace, mais c'est pas performatif. C'est-à-dire si demain, je sais pas, on se réveille, on nous dit en fait Saturne n'a plus d'anneaux. Bon. C'est une information. Où est-ce qu'ils sont partis? Si je suis passionné d'espace, je vais peut-être creuser un peu plus, mais ça va pas changer grand-chose à ma vie. Par contre, si moi on vient et on me dit en fait je sais pas, par exemple, la loi de l'attraction, si ta vie n'est pas en train de bien fonctionner, c'est parce que ton cerveau est en train de créer des fréquences vibratoires qui sont en train d'attirer de mauvaises ondes, et que moi, je peux t'aider à changer les ondes que le champ magnétique que ton cerveau est en train de créer avec sa force électrique pour qu'il attire des ondes positives, ben là, tu vas te dire, je vais y aller, quoi. C'est un truc sérieux, le cerveau fonctionne sur l'électricité crée un champ magnétique, le champ magnétique est en train d'attirer des choses dans l'univers, et l'univers m'en veut. Je vais arrêter toute ma vie pour aller m'en occuper, c'est pas du tout comme les anneaux de Jupiter. Et donc pour moi, c'est vraiment cette dimension performative de ces croyances qu'on est en train de répandre dans le grand public qui me cause principalement problème au-delà du reste. Et donc je veux aussi dire en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas encore, qu'il y a beaucoup de nos outils qui sont pas encore au point, et que donc il faut se méfier, mais deux, que c'est encore aussi excitant. Et surtout, je trouve que c'est presque insultant, ces explications hyper réductrices. C'est-à-dire si on fonctionnait juste à coup de est-ce que je vais utiliser aujourd'hui mon cerveau gauche pour faire un peu de créativité ou mon cerveau droit pour faire des stats et faire mon budget pour l'URSSAF, pourquoi est-ce qu'on a mis tellement de temps à comprendre comment ça marche? C'est aussi simple. Alors du coup, ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas de cerveau gauche, cerveau droit. Non, on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit, mais ça n'a rien à voir avec le cerveau gauche, cerveau droit. Et alors, comment ça... Donc c'est complètement débile d'utiliser cette expression. Comment ça marche? On n'est pas plutôt cerveau gauche, plutôt cerveau droit? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut être plutôt créatif ou plutôt... Pas vraiment, parce que souvent, pour être créatif, il faut avoir une bonne maîtrise méthodique et technique des choses. Tu vois,
L'exemple que je donne, parce qu'il m'avait pas mal marqué, c'est quand je suis allé à Madrid pour voir le musée Reina Sofia où il y a Guernica de Picasso. Donc pour ceux qui connaissent pas, Guernica, c'est une toile de Picasso qui est immense, genre je sais pas combien de mètres sur combien de mètres est-ce qu'elle fait, elle est immense. Et si tu vas à Reina Sofia, avant d'arriver à Guernica, tu as des petits tableaux où il s'entraînait de manière hyper méthodique, il faisait ce visage, il faisait cette partie, il faisait ce background, etc. Et là, tu te dis, il n'est pas supposé être créatif, lui, pourquoi est-ce qu'il est en train de s'entraîner à faire ça? Et tu comprends que tu peux pas, il faut une maîtrise de la technique, comprendre comment est-ce que la peinture va réagir, etc. Et vice-versa. Genre, quand je sais pas, Einstein, il veut comprendre la théorie de la relativité, il se met pas là avec une feuille et un stylo et il écrit des formules toute la journée pour le résoudre. L'intuition initiale de Einstein, c'est de s'imaginer en train de faire du cheval sur un rayon de lumière. Donc, et c'est là où la MDMA rentre en compte. C'est là où la MDMA rentre en compte. Donc en gros, ce que j'essaie de dire d'ailleurs, que ce découpage est complètement inopérant, surtout quand on parle de science. C'est-à-dire, est-ce que la science est quelque chose de créatif ou d'analytique? Si tu regardes les plus grandes découvertes scientifiques, c'était fait de manière complètement tarée. Ouais. Genre complètement et totalement taré. Et c'est un peu aussi pour ça que je voulais écrire le livre, c'est de dire qu'on est encore dans une phase de scientifique taré et que c'est pas parce qu'on a eu une pandémie et que tout le monde parlait de Pfizer que les gens doivent s'imaginer que les scientifiques, c'est des gens posés, en train d'être hyper cartésiens, hyper, les preuves. Les preuves, ça vient bien plus tard. Dans le processus scientifique. La première phase du processus scientifique, c'est déjà être ému par quelque chose dans le monde naturel et d'être complètement fasciné par le truc, et de se dire, je vais consacrer ma vie pour essayer de le comprendre. Une fois qu'on a fini cette phase, on a trouvé quelque chose qui nous stimule, il y a la phase d'idéation. Il faut imaginer comment personne d'autre avant nous, dans l'histoire de l'humanité, n'a pensé à un protocole expérimental. Et ça nécessite beaucoup d'imagination. Ce n'est que bien plus tard qu'on fait nos analyses statistiques pour confronter notre imagination au réel. Pour moi, un scientifique et un poète, ils font la même chose. C'est juste que le poète n'a pas à confronter son émotion, son admiration, sa fascination pour le sujet sur lequel il écrit un poème au réel, et que le scientifique, quand il finit sa poésie, il faut la confronter au réel, et parfois le réel la lui renvoie dans la tronche. Qu'est-ce que tu penses dans la même lignée des tests de personnalité ? En particulier, il y a des tests qui sont quand même très réputés, qui sont très utilisés dans les ressources humaines, dans les entreprises. Ouais. Il y a le test de QI qu'on connaît tous plus ou moins, mais il y a surtout des tests genre, c'est MBTQ, c'est ça ? MBTI. MBTI. Et bien sûr que je connais mon truc, enfin tu vois, on te demande assez régulièrement, quoi. Donc on a tous plus ou moins fait ce genre de test. En fait, le MBTI, il a des propriétés psychométriques qui sont à peine meilleures que les horoscopes. Le MBTI, c'est un effet qui est genre là, si tu veux, on peut faire une expérience un jour. Moi, je pense que je vais la faire un jour. Il faut que je contacte quelqu'un avec qui collaborer pour la faire. Mais c'est de faire remplir des MBTI à genre 20 personnes et puis de leur distribuer les résultats au hasard. Et ça marche exactement pareil que si tu fais remplir des MBTI aux gens et tu leur distribues leurs résultats personnalisés. C'est-à-dire, c'est écrit d'une telle manière à ce que tout le monde puisse se reconnaître dedans. C'est tout. Et le problème du MBTI, au-delà de ses qualités psychométriques qui sont assez pauvres, c'est que derrière, il y a encore, parce que ce que j'ai dit, c'est que la neuromania, il y a une raison mercantile, il y a une raison idéologique derrière. Et l'idéologie derrière la neuromania, 9 fois sur 10, c'est une individuation ou une individualisation de sujets qui sont complexes. Donc on va prendre un truc comme la collaboration en entreprise et on va dire, ok, si quelqu'un collabore bien ou pas, l'alpha et l'oméga qui peut prédire comment cette personne va collaborer est sa personnalité. Alors qu'on a tout un corpus, en l'occurrence de psychologie sociale, de sciences sociales, de sociologie, etc., qui disent que non, genre la personnalité est un point parmi d'autres. Je sais pas si je suis une femme et j'ai la meilleure personnalité au monde, mais je suis dans une boîte de mecs sexistes, ma personnalité, ça fait pchit. Si tu as la meilleure personnalité au monde, tu es collaboratif, etc., mais tu es mal payé, et donc quand tu rentres chez toi, tu peux pas allumer le chauffage, donc tu dors dans le froid, tu manges pas bien parce que tu peux pas te le permettre, donc tous les soirs tu es en train de manger des conserves ou je sais quoi, du McDo, etc., ça va avoir un impact sur ton organisme parce que tu n'es pas juste ton cerveau et du coup ta personnalité on peut s'en foutre un peu et surtout tous ces outils ne testent pas non plus, ne mesurent pas ce qu'ils prétendent mesurer. Par exemple, le MBTI ne te dira jamais si tu es un connard. Mais on sait que les connards existent. Il y a tout le temps 70% de trucs positifs dans le MBTI. Donc tu peux être un pervers, connard, sexiste, horrible avec les gens, immonde, arrogant, machin. Tu fais un MBTI, il va te dire « Ah, vous avez énormément de ressources très appréciées, mais parfois vous pouvez être assertif. » Genre, non, t'es un connard, mec. Et si tu veux faire un test de personnalité, il faut que ton test de personnalité il puisse mesurer les différentes facettes
de la variabilité des humains qui existent, et le MBTI ne le fait pas, quoi. Et c'est un psychologue qui le dit, par ailleurs. C'est un psychologue qui le dit, qui n'a pas beaucoup dormi, donc je suis un peu inhibé, donc tout le monde désinhibé, donc tout le monde va me pardonner mes connards et autres dérives linguistiques. Tout va bien. Ça reste un podcast. Réveil 7h du matin, l'école a commencé. On n'est pas sur France Inter. Dans le même style, on parle beaucoup de la plasticité du cerveau? Ouais, là aussi. Et moi, c'est un truc que j'utilise, tu vois. Parce qu'en fait, on te dit, si tu apprends une langue, tu vas travailler ton cerveau, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais en fait, là, c'est le contraire, en fait, qu'on est en train de faire. C'est qu'on est en train de prendre une propriété du cerveau qui est intéressante, hein, je vais pas cracher sur la neuroplasticité, mais c'est quelque chose d'assez banal au final, et de le faire comme un truc de dingue, genre. C'est comme si je descends des escaliers et je dis, maintenant tu es en train de faire travailler tes mollets. Oui, si tu marches, tu travailles tes mollets. En fait, le simple fait de faire quoi que ce soit, genre là, on est en train de discuter, on est tous les deux en train de travailler En fait, tu peux pas ne pas travailler ta neuroplasticité. Pour faire simple, je serais beaucoup plus fasciné et intéressé par quelqu'un qui vient et qui dit, j'ai une formation pour ne pas travailler votre neuroplasticité. Parce que c'est pas possible, en fait. Tout ce que tu fais, genre là, si je dis aux auditeurs et aux auditrices, je sais pas, 53, j'attends. Quel chiffre est-ce que j'ai dit? Vous dites 53, je viens de faire travailler votre neuroplasticité. Genre, c'est le niveau 0 pour que notre cerveau fonctionne, c'est la neuroplasticité. Et donc, allez faire de la neuroplasticité. Genre, je vois des formations booster votre neuroplasticité. Mais tout le temps, vous êtes en train de booster votre neuroplasticité. Tout le temps. C'est juste que si vous jouez à Candy Crush, vous êtes en train de développer votre neuroplasticité pour Candy Crush, et si vous êtes en train de lire je sais pas, Kierkegaard, vous êtes en train de développer votre neuroplasticité Kierkegaard, et donc... Alors c'est quoi la neuroplasticité? Parce que c'est peut-être pas très clair non plus. C'est le fait en fait que nos neurones peuvent changer pour pouvoir apprendre, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir mettre à jour nos croyances. En fait, la neuroplasticité a été découverte expérimentalement par une chercheuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marianne Diamond, qui est vraiment pas connue, dans les années 50, donc ça remonte à loin, où elle a montré que les neurones, effectivement... Parce que la question qu'on peut se demander, c'est on n'a pas de pensée dans notre cerveau, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de souvenir, on n'a que des neurones qui sont en train de faire bzz, 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 avec des trucs soit électriques, soit chimiques, et personne ne pouvait comprendre, ok, comment est-ce que mon cerveau se rappelle de quelque chose? Genre, comment est-ce qu'il l'inscrit? Et surtout, comment est-ce qu'il l'oublie? Et comment est-ce que tout ça se fait? Genre, comment est-ce que c'est possible de maintenir une idée dans notre tête? Où est-ce que c'est en train de se produire? Genre, qu'est-ce qui est en train de changer pour maintenir l'information? Eh ben, c'était la neuroplasticité. C'est-à-dire, on a des nouvelles synapses qui se créent, des synapses qui sont excitatrices, des synapses inhibitrices, des synapses qui sont privilégiées, d'autres pas, etc. Pour que je puisse monter les escaliers. Par exemple, je sais pas, je suis venu chez toi, j'ai ouvert la porte, j'ai jamais vu ta porte. Mon cerveau n'a pas vu, il se dit, tiens donc, c'est quoi ce nouveau truc? Comment est-ce que je vais l'ouvrir? Non, mon cerveau a déjà vu des poignées et grâce à la neuroplasticité, a gardé cette information quelque part dans ma tête et dit, ok, ce truc, tu me le mets dans ta main et tu pousses vers le bas et la porte s'ouvre. Et miracle de la création, la porte s'est ouverte. Et donc, genre, c'est top la neuroplasticité, mais encore une fois, c'est une propriété, genre, c'est comme s'il dit, ah, tu sais, maintenant mes cheveux sont en train de pousser. Genre lentement, mes cheveux sont en train de pousser. C'est pas wonderful, ça? Genre, oui, ok, mais oui, les cheveux, ça pousse, et le cerveau, ça neuroplastique. Ok, donc on peut pas développer ça. Enfin, si. on le fait pas en permanence. On le fait en permanence. Si tu veux développer ta neuroplasticité sur le piano, va jouer du piano. Et est-ce que tu peux... Une question que je me pose, parce qu'en t'écoutant, je me dis, mais est-ce qu'il y a aussi des parties de ton cerveau, ou en tout cas des manières... que si tu n'utilises pas, elles vont mourir, tu vois, d'une certaine manière. Ouais, elles font un trésor, elles vont pas mourir. Tout notre cerveau est tout le temps en train de recevoir de l'information. Si une zone est désinvestie, elle va probablement être investie par autre chose. Par exemple, et ça dépend de c'est quoi le truc. Mais par exemple, je sais pas, imagine que toi, à l'école, tu avais pris LV2 allemand et tu avais J'ai fait LV1 allemand. Ben voilà, tu as fait LV1 allemand et tu étais devenu vraiment bon. Tu arrivais à lire des bouquins d'allemand, etc. Tu avais 15 ans, 14-15 ans. Et puis, tu as plus utilisé l'allemand et maintenant tu as 55 piges. Bah, tu as perdu le truc, quoi, tu vois. Ouais. Tu as perdu le truc. Et on dit, on n'oublie jamais comment faire du vélo. Bah, là aussi, c'est pas vrai. Genre, si tu fais du vélo à 15 ans et puis tu refais plus du vélo jusqu'à tes 60 ans, ça va être un peu plus compliqué que si tu en fais tous les jours. Il y a des choses qui sont plus difficiles à perdre et des choses qui sont plus faciles. Ça dépend de c'est quoi, quand est-ce que tu l'as acquis, combien est-ce que tu l'as utilisé, etc., etc. Et il y a des choses qui se perdent plus facilement que d'autres. Et oui, genre, si imagine que je retiens par cœur ton numéro de téléphone et je t'appelle tous les jours en faisant le numéro de téléphone et puis on se perd de vue et je l'utilise plus pendant 5 ans.
Il y a de fortes chances que j'oublie ton numéro de téléphone, alors que parfois, il y a des numéros de téléphone qui restent dans ta tête alors que tu les as utilisés genre 4 fois dans ta vie. Ou les numéros de téléphone, enfin moi en tout cas quand j'étais petit, c'est qu'on n'avait pas les téléphones portables encore à l'époque. On les connaît tous. Et Mais du coup, moi, je les connais. j'ai encore des numéros de téléphone de mon enfance. Dans Oui, ma moi tête. aussi, bien sûr. Mais alors du coup, tu fais une grosse critique. En fait, c'est marrant parce que quelque part, tu as participé à la démocratisation de la neuroscience. Ouais. Et là, tu fais une énorme critique de la démocratisation de la neuroscience. Pas de la démocratisation des neurosciences, de la manière dont les neurosciences sont en train d'être instrumentalisées. Ouais. Non, je suis tout le temps pour la démocratisation du savoir. Je fais pas du tout de gatekeeping, comme on dit. C'est juste que je suis en train de dire on vaut mieux que ça. Et il y a tellement de choses à découvrir, venez, si ça vous intéresse. La science est encore un terrain de découverte, d'imagination étroit, genre ne vous laissez pas avoir, vous êtes en train de jeter vos sous, ou vous êtes en train de vous blâmer pour des choses dont c'est pas votre faute. Ou développer votre plasticité à un endroit où c'est pas Développer nécessaire. votre plasticité ou votre douleur est psychosomatique, parce qu'il y a aussi, c'est pas juste des problématiques mercantiles, c'est aussi des problématiques de responsabilisation, c'est-à-dire on va dire à une personne qui souffre, non, ta douleur n'est pas vraie, parce que elle est psychosomatique, ou on dit à quelqu'un qui est déprimé, il faut juste que tu rééquilibres ta fréquence vibratoire, ou on dit à des gens qui ont une éco-anxiété, bah, de toute façon on est foutu, voilà, le striatum le montre, ou on dit à des gens qui tombent dans des pièges des fake news, bah, en fait c'est à cause de vos biais cognitifs. Et donc on invisibilise tout ce qui est l'algorithmie, ce que fait Elon Musk. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Elon Musk, mais il fait son fait truc. pas rien de très bien. Il fait son truc. Donc il y avait vraiment une sorte de mise en garde mercantile. Ne perdez pas votre argent sur des trucs qui vous arnaquent. Idéologique, ne vous blâmez pas pour des choses qui ne sont pas dues à votre cerveau. Et une sorte de message personnel pour moi. La science, en tout cas les sciences cognitives, on a encore plein de choses à découvrir et qu'on n'a pas fini la phase des découvertes scientifiques. Très loin de là, on vient d'arriver à un nouveau continent complètement inexploré. C'est quoi comme tu dis, on n'est pas seulement notre cerveau, on est aussi un corps. Ouais. C'est quoi le lien entre le cerveau et le corps? Bah, justement, une autre idée, parce qu'en fait, je voulais pas, le livre s'appelle Neuromania, le vrai du faux de votre cerveau, mais le livre, je veux pas que les personnes qui nous écoutent pensent que c'est un livre juste de debunk. C'est-à-dire, là, il y a du debunk, il y a des neuromythes que j'aborde, comme le cerveau gauche, cerveau droit, les 10% du cerveau, le cerveau reptilien, les tests de personnalité, tout ça. Mais il y a aussi une proposition d'une nouvelle manière de penser l'humain. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ces manières. Le travail de la science est un travail collaboratif. Et cette nouvelle manière de penser le cerveau s'appelle la cognition incarnée. C'est que mes pensées ne sont pas juste le fruit de mon cerveau. Mon cerveau n'est pas une sorte de chef d'orchestre dans sa citadelle en train de gérer le corps. Un peu comme, je sais pas, le méchant des Tortues Ninja, qui était une sorte de cerveau, il avait son robot. Je pense qu'il s'appelait Krang, je sais plus, ça fait longtemps que J'ai pas la référence sur les Donc, c'est pas grave. ninjas. Enfin, je connais les Tortues Ninja. Ouais, mais- c'est pas grave, je sais pas pourquoi il m'est apparu maintenant dans ma tête. La neuroplasticité. La neuroplasticité sans doute, et la sérotonine peut-être. Mais de dire en fait on est un cerveau dans un corps, dans un contexte. Et si on veut comprendre le fonctionnement des humains, il faut qu'on prenne cette triade tout le temps. Parce que, par exemple, si on était en train de parler du livre sans être en train d'enregistrer, on parlerait pas de la même manière. Alors que nos cerveaux sont les mêmes, le sujet est le même. Je sais même pas, hein. Moi je crois qu'on parle de la c'est- même manière, non, tu crois pas? Peut-être qu'on se couperait un peu plus, peut-être qu'on ferait un peu Peut-être. plus de blagues, peut-être qu'on va parler parfois d'autres choses ou de gens qu'on connaît tous les deux C'est ou vrai. des choses comme ça, tu vois. Mais ce qui est en train de moduler nos pensées n'est pas la chimie de notre cerveau, mais la présence du micro et le fait que c'est en train d'enregistrer. Et pour revenir à ta question, c'est quoi le lien entre le cerveau et le corps? Bah, il est hyper important. Je donne l'exemple, par exemple, d'un mot porte-manteau en anglais que j'aime beaucoup, qui est hungry. C'est quand on est en colère parce qu'on a faim. Hungry et angry. On n'a pas dormi, apparemment tous les deux, on a eu des nuits courtes. Il y a de fortes chances qu'on soit plus irritable ou plus désinhibé aujourd'hui. Et on peut dire, ok, le sommeil, c'est le cerveau, mais je peux donner des exemples aussi qui sont pas le cerveau. Je sais pas, tu as une douleur chronique, tu as ton nerf sciatique qui est inflammé, et là aussi, tu vas être plus irritable, alors que c'est ta jambe. Et ça peut même parfois être en dehors de ton cerveau et de ton corps, ça peut être ton contexte. Si tu es, par exemple, je sais pas... avec des gens qui t'apprécient pas et qui sont en train d'être désagréables avec toi, bah tu vas avoir une personnalité peut-être plus défensive, alors que tu es quelqu'un d'assez affable en général. Et donc c'est cette triade corps, cerveau, contexte qui est tout le temps en train de se nourrir, et que si on veut comprendre notre fonctionnement, on peut plus juste se dire pardon, on va faire du réductionnisme pur et essayer de comprendre les petits bouts du cerveau pour comprendre l'humain.
Il faut maintenant remettre tout ensemble et voir comment est-ce que tout ça s'intègre les uns avec les autres. On va parler des douleurs, parce que c'est... Juste avant de parler des douleurs, parce qu'en fait, il y a un truc que tu as dit vraiment en l'espace d'une demi-seconde, qui est les 10% du cerveau, ce mythe dans un film en particulier de Luc Besson, qui est qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Voilà, Lucie, pour pas le nommer. Il y a Limitless aussi. Hein? Il y a Limitless aussi. Avec, oui, c'est avec Will Smith, non? Non, le Cooper, je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. Bref. C'est quoi cette histoire sur... on n'utilise que 10% de notre cerveau? Là aussi, genre... C'est pour vendre à quelqu'un. Si je te dis que tu utilises que 10% de ton cerveau, je peux directement derrière te dire, est-ce que tu n'aurais pas envie d'utiliser 15? J'ai une méthode. Alors quand on utilise tout notre cerveau, on n'utilise pas tout notre cerveau en même temps, sinon c'est une sorte de crise d'épilepsie, donc c'est pas vraiment souhaitable. C'est un peu genre l'analogie que j'ai trouvée pour expliquer ce point, qui est pas top, mais je pense que ça fait l'affaire. C'est un peu comme un piano, tu vois. Quelqu'un qui joue du piano, tu lui dis pas t'es pas en train d'utiliser toutes les touches en même temps. Mais toutes les touches à un moment ou à un autre sont utilisées. C'est cacophonique. Mais voilà, ça serait... c'est la même chose. Toutes les zones de notre cerveau sont utilisées à un moment ou à un autre. Évidemment, je sais pas, la zone de ton genre, c'est même pas des zones, c'est des réseaux neuronaux. Les réseaux de ton tonus musculaire sont pas actifs quand tu es en train de dormir. Mais tu veux pas qu'ils soient actifs quand tu es en train de dormir, parce que tu es en train de dormir. Et donc, c'est cohérent, mais on utilise tout notre cerveau. D'ailleurs, s'il y a des zones du cerveau qui ne reçoivent plus un influx neuronal, ou genre, en tout cas informationnel, par exemple, je sais pas, la zone qui gère ma main est amputée, bah, du coup, j'ai plus de main, donc la zone dans mon cerveau qui, elle, décodait l'information de ma main, elle reçoit plus d'informations, bah elle va être utilisée pour autre chose. Et donc on va avoir des douleurs fantômes, des douleurs de la main qui est pas là, ou on va avoir, tu me touches le nez et je sens que tu es en train de me toucher la main, par exemple. Ça va être investi pour autre chose. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.